Merci à vous d'être sur la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information, une édition que nous ouvrons par ce communiqué de presse de l'opposition politique nigérienne. Le dimanche 15 mars 2020, le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile indépendante, conformément à la déclaration de manifestation introduite auprès des autorités municipales, a entrepris d'animer un meeting à la place de la concertation. Dans aucun cas, la déclaration de manifestation introduite par la société civile n'a fait l'objet d'une interdiction formelle. Par un simple communiqué, des libertés fondamentales, notamment celles de réunion, de manifestation, d'opinion, sont suspendues. Les libertés d'aller et venir sont réduites, sinon interdites. La manifestation pacifique du dimanche a fait l'objet d'une répression sauvage. Le comportement des forces de l'ordre émanant d'un ordre manifestement illégal a été d'une violence inouïe, débordant ainsi pour atteindre les paisibles citoyens vacants à leur activité, entraînant malheureusement mort d'hommes et de nombreux dégâts matériels. À cette occasion, l'opposition politique nigérienne présente ses condoléances les plus attristées aux familles et aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. L'opposition politique nigérienne ne saurait accepter que les libertés fondamentales soient confisquées pour le besoin de la protection d'auteurs d'actes criminels. Elle n'acceptera point que les auteurs d'actes de détournement concernés par l'audit du ministère de la Défense nationale échappent à la justice. L'opposition politique nigérienne fustige le comportement du chef de l'État et de son gouvernement dans leur tentative de banalisation d'une affaire extrêmement grave. 2. Dénonce l'attitude irresponsable du ministre de l'Intérieur Bazoum Mohamed qui, sans compatir aux douleurs des compatriotes qui ont perdu tout bien au marché de Tagbati et sans enquête préalable, s'est permis de désigner des coupables. 3. Rappelle aux responsables des forces de défense et de sécurité que l'exécution d'un mot d'ordre manifestement illégal les expose tôt ou tard aux sanctions prévues par la loi. 4. Et enfin, exige la libération sans condition de toutes les personnes interpellées suite aux manifestations pacifiques du 15 mars 2020, manifestations qui du reste n'ont jamais été interdites. En tout état de cause, l'opposition politique nigérienne tient pour seul et unique responsable de cette situation Issoufou Mahamadou et son gouvernement qui répondront le moment venu devant l'histoire. Enfin, l'opposition politique nigérienne appelle ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants et tous les Nigériens épris de paix et de justice à une résistance citoyenne pour la défense de la République, de la démocratie et de la justice. Fait à Niamey le 17 mars 2020 ont signé le Front pour la démocratie et la République FDR, Front de l'opposition indépendante FOI, le Front patriotique FP et le Front pour la restauration et la démocratie, et de la défense de la République FRDDR. Le président du FRDDR, Amadou Jupo Ali. Le mouvement patriotique nigérien Kishinkasa a effectué ce matin une visite au marché de Tagbati, un marché qui a été ravagé par un incendie ayant enregistré d'importants dégâts. Le reportage avec Hamza Sakou et Cheb Guissou. C'est pour apporter son soutien moral et sa compassion à l'endroit des commerçants de Tagbati et aux familles endeuillées que le mouvement patriotique nigérien a effectué cette présente visite au marché de Tagbati qui a été ravagé par un incendie. Nous sommes venus ici
exprimer notre solidarité et notre compassion aux commerçants de ces marchés, au peuple nigérien et aux familles qui ont été affectées. Parce que vous savez qu'ici, il s'est joué un drame épouvantable, un drame très lourd par le bilan humain, par le nombre de morts. Nous sommes venus dire notre peine et exprimer toute notre compassion. Nous sommes tout le temps affectés chaque fois qu'un Nigérien meurt ou qu'il périsse. Et quand on voit les conditions dans lesquelles cela s'est passé, cela amplifie encore notre peine. Donc nous sommes venus dire notre solidarité. Nous sommes venus également dire notre solidarité aux commerçants qui ont été affectés, parce que comme vous l'avez constaté avec nous, c'est quasiment tout le marché qui a été détruit. La situation économique individuelle et collective des Nigériens était déjà difficile, des commerçants également étaient déjà difficiles, elle le devient encore plus pour cela. Pour l'heure, les causes de cet incendie restent inconnues, mais les autorités doivent déterminer avec exactitude quelle est la principale cause de l'incendie. Je prie Dieu qu'il les soutienne, qu'il les renforce, et qu'on connaisse la vérité pour ce qui est arrivé. Parce que le devoir de vérité, l'exigence de vérité est importante. Ce qui est arrivé ne peut pas se passer comme ça. Les gens ont posé des actes qui ont créé des situations très dures pour les vies humaines, très dures pour la situation économique. Il faut établir la vérité et puis sanctionner les gens pour que cela ne puisse jamais se reproduire. Les commerçants nigériens, ils ont besoin de soutien, d'encadrement. Ils n'ont pas besoin d'être harcelés, persécutés constamment et être dans des situations comme celle-là. Le MPN Kishinkasa présente ses condoléances à toutes les familles éplorées suite à cet incendie et un prompt rétablissement aux blessés. Comparution ce matin du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX devant les tribunaux. Troisième assignation de ce syndicat par le gouvernement dans le bras de fer qui les oppose depuis plus de 2 mois. Le secrétaire général du SNEX juge inopportune ces différentes assignations par l'État et en appelle à un retour autour du protocole d'accord du 23 mai 2019 pour parler. Le délibéré est prévu pour le 24 mars prochain. Pour plus d'explications, suivez le secrétaire général du SNEX, Nabala Adri. Nous venons de sortir du tribunal de grande instance de Niamey pour la 3e assignation par l'État du SNEX entre le 4 mars et cette journée du 17 mars 2020. Et il faut rappeler que l'État nous a assigné au fond. Le jugement aurait dû intervenir le 11 de ce mois, mais entre-temps, avant que le jugement au fond ne puisse se terminer, à notre grande surprise, le même État a esté une action en justice contre nous le 4 mars en référé. Et le délibéré a été rendu, tout le monde a pris le contenu puisque le jugement du 4 nous a condamnés par rapport au vice de procédure constaté sur notre préavis déposé le 19 février 2020. À notre grande surprise, le 12 de ce mois, c'était le mardi, l'État aussi nous a assigné en justice en référé ce mardi 17 mars 2020. Et le jugement vient d'être fait et on nous a donné rendez-vous pour le 24 pour savoir la sentence que le juge des référés va rendre. Mais je crois le comportement attendu de l'État, ce n'est pas de nous poursuivre de façon intensive devant les tribunaux, c'est de revenir autour du protocole d'accord que nous avions régulièrement signé le 23 mai 2019 et de discuter de tous les points consignés dans ce protocole d'accord du 23 mai 2019, principalement le point 1 où le gouvernement s'est engagé à ouvrir des pourparlers pour mener des discussions consensuelles sur tous les points de réforme, y compris ceux déjà engagés. Par point engagé, il faut entendre la loi 2019-05 du 6 mai 2019, adoptée le 18 avril 2019. Donc le gouvernement a accepté à travers la signature de ce protocole d'accord de négocier, de discuter avec le SNEC. Déjà, nous avons fait des propositions fortes à la matière. Donc nous conseillons à l'État de
privilégier la voie du dialogue au lieu d'utiliser la voie de la justice qui n'est pas de nature à régler tout problème social, puisque c'est une crise que l'État a imposée au SNEX depuis la remise en cause du processus électoral à l'université Nkolodo de Maradi en 2010. Autre aspect de cette édition, déclarée comme une pandémie par l'Organisation mondiale de la santé OMS, coronavirus continue à se propager à travers le monde. La maladie n'est pas sans conséquence sur l'économie mondiale, africaine et nigérienne en particulier. Pour l'économiste Soli Abdraman, à quelque chose, malheur est bon. L'occasion doit être saisie au Niger pour développer le secteur de l'industrie. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention avant de le retrouver en partie magazine de cette édition. Si ça continue, à notre niveau, nous allons avoir un problème de produits, de disponibilité des produits, parce que ces produits ne viennent plus ni par bateau, ni par voie terrestre, ni par voie aérienne. Et comme ce n'est pas nous qui les produisons, nous les importons, et qu'on ne part pas maintenant pour laisser les commandes, ça veut dire que ces produits vont un jour disparaître sur le marché. Si les produits disparaissent sur le marché, ça veut dire qu'il va y avoir une pénurie, n'est-ce pas? La pénurie engendre la flambée des prix, donc l'inflation. Alors nous allons nous retrouver dans une situation où notre économie, c'est là une économie inflationniste, où tout est cher, n'est-ce pas? Et donc c'est ceux qui ont les moyens qui peuvent avoir accès. Donc là aussi, ça va engendrer d'autres problèmes, des conséquences qui sont au-delà des conséquences économiques, des conséquences peut-être sociales. Parce que vous allez vous retrouver dans une pharmacie où il n'y a pas de produits disponibles, parce qu'on n'a pas importé ces produits. Et les malades sont là. Et si les malades sont là, il n'y a pas de produits disponibles en termes de médecine. Donc ça veut dire que ces gens-là vont mourir. Vous voyez, conséquences sociales. Donc c'est une catastrophe, cette affaire de coronavirus, si jamais on ne prend pas vraiment soin. Pour que, parce que quand je dis on ne prend pas soin, ce n'est pas nous ici qui nous devons prendre soin. C'est-à-dire là-bas où ça a déclenché, ça s'est déclenché, il faut qu'ils trouvent un médicament, donc un vaccin contre cette maladie. Voilà. Donc, maintenant, nous, ce que ça doit nous donner, quand je dis nous, c'est-à-dire nos différentes autorités, que ce soit les autorités actuelles qui sont au pouvoir, que ce soit les autorités qui vont venir, que ce soit des Nigériens donc, qui font des analyses, c'est que cette situation aujourd'hui doit nous interpeller. Parce qu'on dit à quelque chose de malheur est bon. Ça doit nous interpeller pour dire que ce n'est pas toujours que ça va être rose. Il y a des moments où les choses peuvent basculer. Parce que nous, les Africains, et particulièrement les Nigériens, nous avons assis notre avenir, notre vie sur l'extérieur. Nous ne cherchons pas à produire, aussi minimum soit-elle, c'est quelque chose à notre niveau. Tout vient de l'extérieur et dès que l'extérieur a des problèmes, nous allons avoir des problèmes. Donc la prise de conscience veut que nous cherchions à partir de cette année 2020 à voir comment nous allons installer un tissu économique, un tissu industriel, je vais dire, aussi embryonnaire soit-il, pour que nous transformions un certain nombre de choses qui sont à notre portée. Vous pouvez suivre l'intégralité de cette intervention avec l'économiste Soli Abdraman en partie magazine de cette édition. Ouverture ce matin à la maison de la presse d'un atelier de formation sur l'ODD 6 et le suivi budgétaire. Cet atelier qui va durer 2 jours est destiné aux journalistes et les jeunes volontaires pour l'environnement et organisé par le REGEA en collaboration avec JVE. Le compte rendu avec Ismaël Mounoussa et Halid Bourema. Garantir l'accès pour tous à l'eau et à l'assainissement, mais aussi assurer une gestion durable des ressources en eau, c'est l'un des points saillants de l'objectif de développement durable ODD.
Pour l'atteinte de cet idéal, l'implication des acteurs de développement s'avère nécessaire. C'est dans ce cadre que cette formation sur l'analyse de l'ODD 6 et le suivi budgétaire est destinée à l'endroit des journalistes et des jeunes volontaires pour l'environnement. Outiller les professionnels de médias et les jeunes volontaires pour l'environnement à avoir des outils performants qui leur permettent d'être capables d'analyser la mise en œuvre de l'ODD 6, mais aussi comprendre comment sera fait ou comment est le budget dans le secteur de l'assainissement. Parce que pour faire un plaidoyer, il va falloir que nous analysons d'abord le budget, voir les efforts gigantesques qui sont faits par l'État du Niger avec l'appui de ses partenaires, et maintenant apprécier cela et voir est-ce qu'il y a lieu de faire le plaidoyer pour mobiliser encore d'autres ressources supplémentaires ou complémentaires. Donc notre rôle, c'est un rôle de plaidoyer pour le financement additionnel dans le secteur. Mais tant qu'on n'a pas des outils qui nous permettent effectivement de bien comprendre ce que l'État fait dans le secteur ou ce que les partenaires font, il sera difficile pour nous d'apprécier cela et de faire le plaidoyer pour vraiment réduire les inégalités extrêmes dans ce secteur. Cette formation organisée par les réseaux des journalistes pour l'eau, l'hygiène et l'assainissement, REGEA, avec l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, JVE, a eu le soutien financier de WaterEdge. Ça permet d'une part de renforcer le cadre de redevabilité, puisque si on dit formation sur le suivi de l'ODD 6, et également aussi formation sur le suivi budgétaire, nous pensons que ça permet d'une part de renforcer le cadre de redevabilité, mais d'autre part également aussi, ça nous permet de renforcer les capacités pour pouvoir faire un bon plaidoyer effectivement dans le sens de mobilisation des ressources. Parce que tant que vous savez qu'est-ce qui est injecté dans le secteur, tant que vous arrivez à faire un bon suivi, vous êtes en mesure de savoir à l'heure actuelle, est-ce que nous sommes sur le bon chemin pour réellement mobiliser l'essentiel de ressources nécessaires pour qu'on puisse atteindre les objectifs qui sont escomptés. Cette activité cadre avec la politique du gouvernement dans ce secteur. Le présent atelier de formation cadre parfaitement avec les orientations stratégiques du gouvernement du Niger qui œuvre inlassablement dans la recherche de solutions durables à la problématique de l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement. Comme vous le savez, le gouvernement a adopté le 9 mai 2017 le programme sectoriel eau, hygiène et assainissement PROSEA, dont l'objectif est de garantir l'accès universel à tous à l'eau potable et aux infrastructures d'assainissement équitables et durables d'ici 2030. À l'issue de ces travaux qui vont durer 48 heures, les initiateurs de cette activité font espoir que les participants puissent être des experts en plaidoirie pour la mobilisation des ressources dans le secteur de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Ce matin s'est déroulée la cérémonie d'installation de la première session ordinaire du conseil d'administration de la mutuelle des eaux et forêts au titre de la deuxième mandature. Ali Sissé, Ibrahim et Ibrahim Abdou pour le compte rendu. L'installation et les travaux de la première session ordinaire du conseil d'administration de la mutuelle des eaux et forêts au titre de la deuxième mandature débuta par l'intervention du président du comité régional de la MITEF, le capitaine Moumouni Arafat, qui a souhaité la bienvenue à tous ceux qui ont répondu présents à cette session. Ensuite, ce fut au tour du président du conseil d'administration de la mutuelle des eaux et forêts de prendre la parole pour définir le rôle du conseil d'administration ainsi que les actions qui ont été menées par la MITEF. Selon les dispositions statutaires de la mutuelle, le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois sur convocation de son président ou à la demande des 2/3 des membres. Il a pour mission se prononcer sur le programme à moyen terme de la mutuelle, examiner et adopter le programme d'activité et le budget prévisionnel qui sera présenté par le comité de direction, examiner toutes les questions que lui soumet le comité de direction, veiller à l'application des décisions, recommandations et résolutions prises lors des précédentes assemblées générales, donner son avis au comité de direction concernant toutes les questions relatives à la convocation d'une assemblée générale extraordinaire ou l'affectation des ressources autres que les cotisations
dans un délai d'1 mois après sa saisine. Du 15 août 2017 à ce jour, cela fait donc 2 ans, 6 mois, que les prestations de la mutuelle ont commencé sur toute l'étendue du territoire national. Durant donc ce temps, les bénéficiaires se réjouissent de toutes les prestations qui sont de plusieurs catégories. Donc sans être exhaustif, nous allons noter certaines, notamment le paiement des frais médicaux avec les pharmacies conventionnées pour un montant total de plus de 150 182 822 francs CFA. Le versement des allocations de retraite à 19 adhérents pour un montant de 9 746 473 francs CFA. Le versement des allocations d'essai à la suite donc de 15 cas pour un coût global de 10 447 081 francs CFA. Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, Maman Salisu Jariri, a rappelé le rôle dévolu au conseil d'administration. Le conseil d'administration est une obligation statutaire. Ainsi, selon l'article 29 du règlement intérieur de la MITEF, le conseil d'administration est l'organe administratif de la mutuelle, d'où l'importance de ces assises afin de donner des orientations précises au comité de direction. L'ordre du jour de cette session comprend, entre autres, l'examen et l'adoption du plan d'action triennal, l'examen et l'adoption du manuel de procédure de gestion financière et comptable et les divers. Enfin, le directeur de cabinet du ministre de l'Environnement, Maman Salisu Jariri, a exhorté les participants aux travaux de la première session ordinaire du conseil d'administration de la MITEF au titre de la deuxième mandature à réfléchir afin de produire des documents qui permettront une gestion rigoureuse de la mutuelle des agents des eaux et forêts. Comme annoncé, je vous propose à présent à suivre l'analyse de l'économiste Soli Abdraman sur les conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale et nigérienne en particulier. Très bonne réception et au revoir. Si on peut imager, on peut dire que la pandémie de ce virus-là peut être prise à l'image d'une guerre. Parce que la guerre, quand elle sévit, elle fait disparaître des hommes, n'est-ce pas? Que ce soit des femmes, des hommes valides, des vieillards, et ainsi de suite. Et donc, ce virus aussi n'a pas de choix. Il attaque tout le monde et il tue tout le monde. Alors, si la guerre a un effet désastreux sur l'économie, de la même façon, cette endémie va avoir un effet, ou elle a même commencé à avoir un effet. Alors, comment comprendre le fait que ça peut avoir sur l'économie? Vous voyez bien, avec l'apparition de cette maladie, certains gouvernements ont pris des mesures restrictives pour confiner les gens dans leur maison, que les gens ne sortent pas s'il n'y a pas une nécessité absolue de sortir. C'est-à-dire que tu as besoin d'une aide, tu es malade, tu as besoin d'aller payer à manger, n'est-ce pas? Tu as besoin de partir à l'hôpital, donc c'est là où tu peux sortir. Mais s'il n'y a pas ce besoin primordial, tu restes à la maison confiné. Parmi tous ces gens qu'on confine à la maison, il y a des travailleurs qui sont des travailleurs dans des usines industrielles, des travailleurs qui sont dans des plantations de production de tel ou tel produit agricole. Voyez-vous? Donc, une fois que ces travailleurs sont confinés chez eux, ça veut dire que automatiquement ça va avoir un impact sur le niveau de production dans une usine quelconque. N'est-ce pas? Ça va avoir un impact sur le niveau de production agricole dans une plantation quelconque. Ça veut dire que, du point de vue microéconomique, cette plantation ou cette usine va subir une baisse de production. S'il y a une baisse de production, il y a une baisse de recettes. Et à contrario, là-bas, le chef d'entreprise, lui, il paye les gens là à la fin du mois. Parce qu'ils ne sont pas à la base de l'arrêt du travail.
Donc eux, ils doivent être payés chaque fin de mois. Donc on ne lui a pas fait un travail, mais il a payé. En fin de compte, ça veut dire que cette entreprise ou cette plantation va aller en faillite. Vous comprenez? Donc si elle va en faillite, ça veut dire que l'État maintenant, du point de vue macroéconomique, va en sentir les conséquences. Parce qu'une usine va fermer 2, 3, 4 000 usines dans un pays, par exemple comme la Chine, comme l'Italie. N'est-ce pas, des pays où on produit, pas comme les nôtres, hein, où on ne produit rien du tout. Les pays où on produit, voilà les conséquences économiques que ça peut engendrer. Donc les entreprises, petit à petit, vont fermer. Et si elles ferment, ça va avoir un impact sur le plan macroéconomique, donc sur le plan national. Parce que le national, c'est l'agrégation de ces micros, n'est-ce pas, micro-entreprises qui fait le national. Donc ça, c'est du point de vue économique pour ceux qui sont donc des producteurs, des pays européens, des pays asiatiques. Maintenant, pour nous, Africains, et particulièrement pour le Niger, vous voyez bien que quand vous prenez le matin une table où un Nigérien prend son petit déjeuner, en général, vous allez constater que tout est importé. Vous comprenez? Tout est importé sur la table du Nigérien qui prend son petit déjeuner. Ce qu'on va mettre dans le petit sac de l'enfant qui va à l'école, c'est aussi des biscuits, c'est des chips, c'est de ceci, c'est de cela, c'est des choses importées. Vous comprenez? Quand vous prenez la construction, tous les bâtiments qui sont en train de pulluler à Niamey ou ailleurs, vous allez voir que 99% de ceux qui entrent dans les bâtiments, pour ne pas dire 100%, c'est des choses importées. Donc des produits, le matériel électrique, le matériel bâtiment, les staffs, tout. Or, ces matériels sont importés. Ils sont importés d'Asie, ils sont importés d'Europe, ils sont importés des Amériques, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a empêché les va-et-vient des gens. Donc, la mobilité humaine entre pays est complètement anéantie. Elle est vraiment arrêtée. Aujourd'hui, les gens, beaucoup de Nigériens ou presque tous les Nigériens ne partent plus en Chine pour importer. Ça veut dire que si ça continue, à notre niveau, nous allons avoir un problème de produits, de disponibilité des produits. Parce que ces produits ne viennent plus ni par bateau, ni par voie terrestre, ni par voie aérienne. Et comme ce n'est pas nous qui les produisons, nous les importons, et qu'on ne part pas maintenant pour laisser les commandes, ça veut dire que ces produits vont un jour disparaître sur le marché. Si les produits disparaissent sur le marché, ça veut dire qu'il va y avoir une pénurie, n'est-ce pas? La pénurie engendre la flambée des prix, donc l'inflation. Alors nous allons nous retrouver dans une situation où notre économie, c'est là une économie inflationniste, où tout est cher, n'est-ce pas? Et donc c'est ceux qui ont les moyens qui peuvent avoir accès. Donc là aussi, ça va engendrer d'autres problèmes, de conséquences qui sont au-delà des conséquences économiques, des conséquences peut-être sociales. Parce que vous allez vous retrouver dans une pharmacie où il n'y a pas de produits disponibles, parce qu'on n'a pas importé ces produits. Et les malades sont là. Et si les malades sont là, il n'y a pas de produits disponibles en termes de médecine. Donc ça veut dire que ces gens-là vont mourir. Vous voyez, conséquences sociales. Donc c'est une catastrophe, cette affaire de coronavirus, si jamais on ne prend pas vraiment soin. Pour que, parce que quand je dis on ne prend pas soin, ce n'est pas nous ici qui nous devons prendre soin. C'est-à-dire là-bas où ça a déclenché, ça s'est déclenché, il faut qu'ils trouvent un médicament, donc un vaccin contre cette maladie. Voilà. Donc, maintenant, nous, ce que ça doit nous donner, quand je dis nous, c'est-à-dire nos différentes autorités, que ce soit les autorités actuelles qui sont au pouvoir, que ce soit les autorités qui vont venir, que ce soit des Nigériens donc, qui font des analyses, c'est que cette situation aujourd'hui doit nous interpeller. Parce qu'on dit à quelque chose de malheur est bon. Ça doit nous interpeller pour dire que ce n'est pas toujours que ça va être rose. Il y a des moments où les choses peuvent basculer. Parce que nous, les Africains, et particulièrement les Nigériens, nous avons assis notre avenir, notre vie
sur l'extérieur. Nous ne cherchons pas à produire, aussi minimum soit-elle, c'est quelque chose à notre niveau. Tout vient de l'extérieur et dès que l'extérieur a des problèmes, nous allons avoir des problèmes. Donc la prise de conscience veut que nous cherchions à partir de cette année 2020 à voir comment nous allons installer un tissu économique, un tissu industriel, je vais dire, aussi embryonnaire soit-il, pour que nous transformions un certain nombre de choses qui sont à notre portée. Qui sont à notre portée. Voyez-vous, aujourd'hui, même une aiguille qu'on fait filature avec, on ne peut pas produire. Mais c'est quoi une aiguille aujourd'hui en 2020? C'est quoi la production d'une aiguille? On ne peut pas produire une aiguille. On ne peut pas produire une seringue. N'est-ce pas? Nos produits qui sont là, on ne peut pas les transformer. Aujourd'hui, nous avons de la tomate, nous avons de l'oignon. Combinaison tomate-oignon, on peut faire beaucoup de choses. N'est-ce pas? Mais on est là, on regarde. La viande, elle est là. On peut transformer la viande en plusieurs choses. N'est-ce pas? La viande de mouton que vous voyez, les têtes de mouton là, on peut les transformer en beaucoup de choses. Mais nous sommes là en train de regarder, en train de faire du bruit à la télé, à la radio. On ne bouge pas. Il y a plus de bruit que de travail. Donc il faut que nos dirigeants prennent conscience qu'un jour, l'Europe là ou l'Asie peut disparaître. Et s'ils disparaissent, ce n'est pas en ce moment que nous allons dire que nous allons chercher à réfléchir. Non, on réfléchit avant. C'est ça la perspective, c'est ça l'être humain. L'être humain, gérer, on dit, c'est prévoir. Gérer, c'est prévoir. Donc l'être humain est capable d'analyser pour savoir qu'est-ce qui peut arriver dans 2 ans, dans 10 ans, dans 50 ans. C'est là où le blanc nous dépasse. Parce qu'ils ont cette perspective. Ils voient le futur. Nous, on voit toujours le présent.